Bonjour et bienvenue dans le coin de l'art pour cette vidéo sur les 3 types de critiques d'art au 19e siècle. Je suis très heureux de vous parler de critique d'art parce que c'est un sujet qui m'a passionné depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on va commencer cette longue liste de vidéos sur la critique d'art qui va arriver dans les mois à venir. On va poser les bases avec cette typologie. Alors tout d'abord, il faut savoir, peut-être vous ne le savez pas, que la critique d'art en France est apparue au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, ça suffit de savoir qu'elle se développe à partir de la moitié du XVIIIe siècle et que à partir de la moitié du XIXe siècle, donc il a fallu une centaine d'années, elle rentre dans un âge d'or. Alors qu'est-ce que ça veut dire un âge d'or? C'est tout simplement que jamais dans l'histoire de la critique en France, les critiques d'art vont avoir une telle importance, une telle influence. Pourquoi cet âge d'or va se terminer? Ça aussi, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée dans quelques temps. C'est que vers la fin du 19e siècle commence à apparaître un système, dans les années 1880, qu'on appelle système marchand critique. Donc ce système marchand critique, en fait, c'est une association, en fait, si vous voulez, entre les marchands d'art et les critiques d'art, qui comprennent que s'ils s'associent, ils peuvent, on peut dire, diriger le monde de l'art, le marché de l'art. Sauf que, hélas, pour les critiques d'art, le temps passant, les marchands d'art vont prendre un ascendant, vont comprendre qu'ils n'ont plus besoin des critiques d'art, ou du moins qu'ils en ont besoin, mais que les critiques d'art sont finalement à leur botte. Pourquoi? Parce que l'argent, hélas, dirige tout, et on va arriver dans un système où le critique d'art ne fait presque que réciter ce qu'on lui raconte. En tout cas, il n'a plus une totale liberté parce qu'il faut respecter les annonceurs, les éventuels clients, les amis des propriétaires des revues, etc., etc. Tout ça va un petit peu se mélanger et c'est pour ça que le critique d'art va être de moins en moins indépendant et en parallèle, le marchand d'art, lui, va de plus en plus avoir la main mise sur le monde de l'art, que ce soit sur les prix, sur les célébrités, etc. Bien sûr, il y a plusieurs façons de faire une typologie de critique d'art. Grosso modo, on va dire qu'il y a deux grandes manières, c'est s'intéresser au fond ou à la forme. Alors le fond, c'est voir vraiment dans le texte, si vous voulez, quelles sont les idées défendues par les critiques d'art, quel art ils défendent. Alors ça, bien sûr, on peut, au XIXe siècle par exemple, avoir des critiques d'art qui vont défendre le symbolisme, d'autres qui vont défendre la tradition, que des fois on appelle le classicisme, mais pour être plus juste, on va dire la tradition qui remonte à l'époque de Louis XIV. D'autres vont vouloir défendre plutôt les avant-gardistes, etc. Mais ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va s'intéresser à la forme, c'est-à-dire on va les classer en fonction de leur conception de la critique d'art, de leur manière de pratiquer la critique d'art. Tout d'abord, on commence par la catégorie des critiques d'art littéraires. Alors attention, quand on dit littéraire, il ne faut pas confondre avec la critique littéraire, hein, celle qui s'intéresse à la critique de la littérature, des romans, etc. Donc ici, on parle bien d'une critique d'art plastique, qui a une forme littéraire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Comment elle se distingue? C'est qu'elle a d'abord avant tout une expression subjective. Alors là, j'entends déjà certains d'entre vous dire oui, le regard sur l'art est toujours subjectif, bon, déjà c'est pas le cas, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que eux, ils ont consciemment, ils ont cette volonté d'être subjectifs. Et ça va distinguer, on va voir par d'autres groupes qui, eux, cherchent à être objectifs, mais ça les distingue aussi par une tradition séculaire qui remonte à la Renaissance au moins, où on a essayé d'imposer un discours, un beau absolu. Donc c'est assez nouveau de faire un discours sur l'art en se plaçant d'un point de vue subjectif. Autre élément de cette critique littéraire, c'est qu'elle est synthétique, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à rentrer dans le détail de l'œuvre, sur le détail technique, sur chaque élément qui apparaît dans l'œuvre, chaque personnage, chaque position. Alors on va analyser, critiquer une œuvre dans son ensemble pour dire finalement ce qu'elle dégage, qu'elle représente. Cette critique d'art littéraire, en fait, elle est réalisée, elle correspond à des critiques qui sont souvent des écrivains. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont cette façon de concevoir la critique d'art. Et pour être précis, ce sont des écrivains qui vont souvent utiliser la critique d'art pour se faire connaître. Il n'est pas facile de se distinguer en écrivant de la littérature, il y a beaucoup de concurrence. Donc on fait d'abord de la critique d'art. À l'époque, c'est extrêmement célèbre, donc on gagne une notoriété. Puis ensuite, on peut commencer à sortir des œuvres originales en profitant de cette notoriété.
Cette critique d'art littéraire se distingue aussi par les supports, et ça, chacune des 3 catégories a des supports distincts. Cette critique d'art va soit se faire à travers des ouvrages, voilà, on sort un petit ouvrage de critique d'art. Souvent, ça sera des plaquettes. Alors, on appelle plaquettes à l'époque, c'est des petits livres, hein, voilà, quelques pages. Donc, c'est des supports indépendants. Il y a aussi des revues spécialisées là-dedans. Ce sont souvent, très souvent, des revues éphémères. On sort, voilà, il y a une grande exposition, on va créer une revue pour l'occasion, elle va durer 2-3 numéros, elle est autofinancée, hein, elle est financée par la personne ou les quelques personnes qui l'ont créée, et on va y faire une critique d'art littéraire. Évidemment, vous l'avez compris, comme il s'agit d'une critique d'art faite par des écrivains, un des grands points forts de cette critique d'art, et ce qui fait qu'elle va rester dans l'histoire, c'est que la qualité de la forme, la qualité de la critique, cette capacité à trouver des belles formules, des belles tournures, des beaux adjectifs, fait qu'elle va marquer et que, au-delà de l'art lui-même, la critique d'art devient elle-même un art. Et c'est en ça qu'elle va avoir un certain succès jusqu'à aujourd'hui. Il va bien sûr avoir un cas particulier dans ces revues où l'on trouve de la critique d'art littéraire, c'est le Mercure de France, qui lui sera une revue assez solide, qui va être assez pérenne. Mais voilà, c'est vraiment un cas particulier parmi toutes ces petites revues. Les défauts de cette critique d'art littéraire, il y en a plusieurs, comme chacune des catégories d'ailleurs. D'abord, les auteurs, les écrivains sont trop peu connaisseurs en art plastique. Ils ne connaissent pas beaucoup l'histoire de l'art. Ils connaissent trop peu d'œuvres, ne sont pas assez connaisseurs de la technique. Donc ça va vraiment être du ressenti. En même temps, c'est leur objectif. Mais pour nous, quand on les lit aujourd'hui, on n'a pas cet intérêt intellectuel, technique et historique. C'est un peu les limites de cette critique. C'est un peu amateur, si vous voulez. C'est des gens qui avaient un sens, bien sûr, artistique par la littérature et qui parlent d'art, mais plus comme des amateurs. Enfin, elle est très idéologique, c'est-à-dire qu'on veut défendre l'art qu'on aime. C'est-à-dire qu'un écrivain romantique va chercher à défendre une peinture qui se trouve être romantique. Il va la défendre, pas forcément parce que l'artiste ou l'œuvre en elle-même lui parle, mais parfois il va la défendre parce qu'elle représente l'idéologie artistique qu'il défend. Pour terminer, quelques exemples sur cette critique d'art littéraire. Vous connaissez bien sûr Baudelaire, c'est certainement le plus célèbre. Émile Zola rentre dans cette catégorie d'écrivain qui a fait de la critique d'art, bien sûr. Vous avez un autre critique d'art littéraire très célèbre, c'est Huysmans, le romancier. Et puis un peu moins célèbre aujourd'hui, Albert Aurier, mais qui est connu, on va dire très connu des spécialistes. On passe à la deuxième catégorie qui est là pour le coup beaucoup moins connue, c'est la critique d'art scientifique. Alors là déjà certains vont être étonnés qu'on puisse associer art et science, et pourtant à cette époque on pensait que c'était possible. Donc ces critiques d'art prônent l'objectivité, vous voyez ça s'oppose exactement, et la précision. Ils estiment qu'en utilisant une certaine méthodologie, on peut arriver à une analyse objective d'une œuvre. Cette critique d'art est réalisée par des enseignants de diverses disciplines et aussi par des administrateurs des beaux-arts, donc des gens qui ont des responsabilités dans les beaux-arts. Et donc il s'agit principalement de gens qui ont une forte connaissance dans l'histoire de l'art et dans l'art en général, et qui travaillent souvent même dans ce milieu. Ils pratiquent cette critique d'art dans des revues prestigieuses et durables. Là, fini les petites revues, on est sur de la grande revue qui va durer plusieurs décennies. Là, je vous donne deux exemples. D'abord, la Gazette des Beaux-Arts, qui est la première grande revue et celle qui va être la plus célèbre. Et puis une deuxième revue qui va être vraiment une revue de luxe et très qualitative, c'est la revue L'Art, qui arrive un petit peu après la Gazette des Beaux-Arts, qui sera d'ailleurs sa principale rivale. Voilà, donc c'est là-dedans on va retrouver des chercheurs, des administrateurs, des gens dont c'est le métier de parler d'art. Alors bien sûr il y a des défauts. Il y a des défauts à cette critique d'art scientifique. Alors quand je dis scientifique, attention, c'est pas scientifique forcément au sens sciences dures, hein, comme la physique, les mathématiques, pas du tout. C'est une démarche scientifique qui cherche l'objectivité, qui a une méthodologie. Et en fait scientifique, ça peut être vu beaucoup comme les sciences humaines plutôt, mais aussi parfois il y a un rapport avec les sciences dures, puisque ces critiques d'art vont se baser sur des études scientifiques de l'époque. Par exemple, certains vont essayer de comprendre comment fonctionne l'œil, pour essayer de comprendre
pourquoi on apprécie telle ou telle œuvre, quelle œuvre finalement est la plus adaptée à l'œil humain. Et c'est ça d'ailleurs un des défauts, c'est que vu que les découvertes évoluent, que des fois ce qu'on croirait à une époque devient faux à une époque plus tardive, eh bien, aujourd'hui quand on lit ces critiques d'art, des fois elles sont basées sur des théories qu'aujourd'hui on pense totalement fausses, totalement dépassées. Donc ça fait un peu écrouler toute la démarche, tout l'argumentaire. Enfin, autre élément qui est caractéristique des scientifiques, c'est la volonté de créer des systèmes. Créer un système des arts bien carré, bien construit, qui est des fois un peu réducteur par rapport à la réalité qui est plus subtile, qui est plus nuancée. Alors c'est que ces systèmes sont en général de pouvoir faire des catégories d'artistes, essayer vraiment de faire une filiation en partant de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, etc. Toutes ces choses-là ont toujours limite, hein, comme toutes les typologies, même celles dont je vous parle. Mais voilà, il y avait un peu un excès là-dedans et des fois, effectivement, c'est un peu un défaut de leur argumentaire. On peut dire en résumé que si la critique d'art littéraire, la précédente, avait un intérêt énorme par la qualité d'écriture, par le plaisir même, ça devient un art à part entière, ici on est vraiment dans un intérêt intellectuel. C'est celle qui est la plus documentée, la plus argumentée et la plus complexe intellectuellement. Donc elle s'adresse beaucoup par exemple aux étudiants en histoire de l'art. Si vous voulez bien comprendre, avoir un regard fin sur l'art du 19e, je vous recommande cette critique d'art scientifique, puisque là, vous apprendra des choses techniques, scientifiques, et quand je dis techniques, c'est sur les couleurs, sur la perspective des toiles, etc. Très intéressantes. Quelques exemples d'ailleurs, si vous vous y intéressez. Donc là, ils sont aujourd'hui absolument pas connus du grand public, et ils sont quand même de plus en plus connus des historiens de l'art, parce que ça fait 20-30 ans qu'on s'intéresse énormément à la critique d'art. Donc, il y a Georges Lafenestre, il y a Eugène Müntz, qui est très très intéressant, Louis Courageau, Paul Mans ou Eugène Véron, voilà quelques noms que vous pouvez aller voir et qui sont vraiment dans cette catégorie. Dernière catégorie, la catégorie journalistique. Alors ici, journalistique, tout simplement déjà parce que c'est leur métier. C'est-à-dire que là, on est face à des gens, leur métier, tout à l'heure, pour les scientifiques, ils avaient le métier dans l'art, hein, l'histoire de l'art, l'enseignement de l'art, etc. Ici, leur métier, c'est vraiment faire de la critique d'art à temps plein dans des journaux. Donc ici, justement, on va les retrouver dans les quotidiens, parce que quand c'est votre métier à temps plein, évidemment que vous devez faire ça en permanence. Pas, je ne l'ai pas précisé, mais dans les revues spécialisées, bon, chaque auteur fait un article par an, on va dire, allez, 2-3 pour les plus prolifiques. Donc, à part cas, bien sûr, particulier. Ici, dans la critique journalistique, il faut faire ça avec beaucoup de récurrence, et donc ça leur permet de faire de la critique tous les jours, dès qu'il y a une exposition. Et d'ailleurs, ils traitent des fois une exposition sous plusieurs jours. Donc ici, c'est une critique qui est vraiment entre les deux, finalement, la littéraire et la scientifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche historique. Hein, quand on parle d'un tableau qu'on vient de voir une exposition, on ne le replace pas dans une tradition qui remonte à des siècles. Par contre, on n'est pas dans une approche purement sensualiste, purement esthétique comme peut l'avoir littéraire. On va essayer d'argumenter quand même, mais en se basant sur des éléments techniques. Et en général, c'est vrai que ces critiques d'art journalistique ont une bonne connaissance technique de l'art. On va aussi se retrouver dans cette critique beaucoup moins de place à la philosophie, à tout ce qui est théorique. On est dans quelque chose de très pragmatique. Après les défauts, il y en a encore. Déjà, c'est superficiel, d'abord par la longueur. En général, ça prend 1-2 pages, et pas encore toute la page, hein, une partie de la page d'une page. Donc déjà, on va dire, en quantité, vous avez beaucoup moins que dans une critique d'art scientifique, donc ça reste superficiel. En plus, il y a une volonté de ces critiques d'art de traiter beaucoup de tableaux, de traiter un maximum d'œuvres, donc c'est-à-dire qu'ils disent une phrase des fois sur chaque œuvre, donc c'est un peu plus superficiel. Et puis, le manque de connaissances historiques dans l'art, des fois, ne leur permet pas de vraiment comprendre une œuvre, comprendre une technique, etc. En tout cas, ce qui est très très important à savoir sur cette critique d'art, dans la critique d'art littéraire, je vous avais dit, c'est celle qui est la plus célèbre de nos jours, qui est restée la plus célèbre. Pourquoi? Parce que c'était des écrivains qui sont devenus célèbres. Baudelaire et Zola, par exemple, ou Huysmans, sont encore aujourd'hui célèbres pour leurs romans, leurs écrits, leurs poèmes. Et donc, forcément, comme ils étaient célèbres, on s'est intéressé à leur critique d'art.
La critique d'art scientifique, elle, a disparu pour les raisons que je vous ai données, et notamment parce qu'ils s'intéressaient qu'à l'art, donc c'est vraiment très spécialisé. Ici aussi, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est une critique d'art de l'instant. C'est-à-dire qu'elle était intéressante quand vous la lisiez sur l'instant, que vous étiez un amateur d'art, mais bien sûr pour l'historien, bien entendu, qui s'intéresse à l'art de cette époque, mais elle n'avait pas de raison de perdurer à travers les décennies particulièrement, et les auteurs ne sont pas devenus célèbres, quelle qu'en soit la raison. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'époque, c'était les plus influents. Pourquoi? Parce qu'ils écrivaient dans des journaux très lus, par exemple le Figaro. Donc évidemment, quand vous écrivez dans le Figaro, qui était tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, à 100 000 exemplaires, et qu'à côté de ça, vous avez une critique d'art qui est faite dans une revue très spécialisée, tirée à 2-3 000 exemplaires, votre influence sur le public, sur les amateurs d'art est bien moindre. En revanche, l'intérêt, c'est que ça reflète le goût dominant de l'époque. Et donc ça, c'est très important. D'après moi, c'est un peu sous-estimé et sous-exploité par les historiens de l'art, qui veulent toujours, eux, avoir leur regard a posteriori. Mais je trouve que c'est très intéressant de bien comprendre les goûts de l'époque. Je pense que ça doit rentrer aussi en ligne de compte dans l'écriture de l'histoire de l'art. Quelques exemples, même si ça ne vous dira rien, mais si vous voulez un peu vous y intéresser, vous avez Albert Wolff, qui était un critique d'art très célèbre et très virulent, à la limite d'être méchant, en tout cas il était craint. Et vous avez aussi Jean Rousseau. On en a fini avec cette typologie, donc je vous rappelle, d'abord les critiques d'art littéraire, puis les scientifiques, et ensuite les journalistiques. Si vous êtes étudiant en histoire de l'art, ça vaut le coup d'avoir une vue d'ensemble sur ça. Intéressez-vous à la critique d'art parce que c'est très important aussi d'avoir ce regard, le regard des contemporains sur les œuvres d'une époque, que ce soit le 18e, le 19e ou le 20e. Pour cette typologie, bien sûr, elle est valable au 19e siècle et en partie au 20e siècle, mais il va y avoir une évolution. C'est ce qu'on va appeler la professionnalisation de la critique d'art, c'est-à-dire que plus on va avancer, plus la branche journalistique va prendre le dessus, pour différentes raisons. Notamment parce que les scientifiques, les critiques d'art scientifiques, eux, vont se détourner de la critique d'art pour l'histoire de l'art. L'histoire de l'art va progressivement devenir une discipline à part entière, va progressivement aussi après, par la suite, au XXe siècle, devenir une discipline universitaire, et les critiques d'art scientifiques vont naturellement aller dans cette direction. Et les critiques d'art littéraire vont se détourner pour aller de plus en plus vers de la littérature pure, et moins sur cette critique d'art telle qu'il a pratiquée au XIXe siècle. Je vous rappelle que cette typologie, c'est une manière d'appréhender de façon générale la critique d'art, ce n'est pas du tout une règle absolue. Et évidemment, tous les critiques d'art de l'époque ne rentrent pas exactement dans ces cases. Certains ont évolué au fil de leur carrière, passant d'une catégorie à l'autre, et d'autres ont été un peu à la frontière, écrivant, c'est le cas de Paul Mans, qui est vraiment une critique d'art scientifique par sa façon d'en faire, mais par exemple qui a écrit par moments dans des quotidiens comme le Figaro. Ce n'est pas aussi tranché qu'on peut des fois le présenter, mais ça permet d'avoir une première vue générale, comprendre déjà qu'il y a plusieurs types de critiques d'art, et après, il faut aller étudier les critiques d'art individuellement. De toute manière, je vous ferai bien sûr dans l'avenir des vidéos sur la critique d'art, d'abord sur la naissance de la critique d'art, et puis en plus, je ferai un focus sur certains critiques d'art très intéressants. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, notamment sur la musique classique, c'est la prochaine. Je fais un coup, je vous rappelle un coup histoire de l'art, un coup histoire de la musique. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la clochette, mettez un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, c'est très important pour soutenir la chaîne. Mettez dans les commentaires, si vous vous intéressez à la critique d'art, est-ce qu'il y a une critique d'art qui vous plaît particulièrement, ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et bien sûr pensez à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous aimez ce type de vidéo. Je vous dis à très bientôt, ciao.